Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonjour. Nous fêtons aujourd'hui, nous faisons comme si nous fêtions. Aujourd'hui, le 53e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Cela fait donc 53 ans que nous sommes censés être indépendants. Mais l'avons-nous jamais été? Le colonialisme français n'a-t-il pas été remplacé au pied levé par d'autres oppresseurs, par des embusqués, des gens qui ont détourné le fleuve de l'histoire à leur seul profit et qui ont usé de tous les moyens pour prendre le pouvoir et le garder, des gens dont la seule vérité qui les fonde est le mensonge institutionnel, la falsification de l'histoire, l'appropriation de combats et de victoires qui ne sont pas les leurs, des gens qui ont érigé la culture du coup d'État permanent comme moyen principal de leur mainmise sur le pays, dont les méthodes se déclinent à tous les tons de la violence, de la forfaiture, crimes, politiques, menaces, propagande à destination des multitudes, falsification de l'histoire et diffamation des vraies élites, fraude électorale, manipulation laborieuse des opinions publiques, corruption de masse. Des gens qui ont compris que pour pouvoir exister, il leur fallait extirper de l'âme algérienne toutes ces valeurs qui l'ont constituée des siècles durant, qui lui ont permis de rester elle-même malgré les invasions, la longue nuit coloniale, la terrifiante répression. Ils savaient, ces gens, ils savaient, eux qui ont volé le feu sacré, qui ont plongé la nation naissante dans les ténèbres que la légitimité révolutionnaire dont ils se targuaient était plus qu'usurpée, que le peuple algérien allait tôt ou tard se réveiller de la léthargie où il l'avait plongé. Alors, ils ont tout fait pour le corrompre à son tour, pour inséminer en son sein une mauvaise conscience généralisée. Et ils ont tout fait pour le faire, ou plutôt pour le refaire à leur image. Aujourd'hui, nous sommes censés commémorer et fêter la fête de l'indépendance. Mais les Algériens ne s'y intéressent pas. Il y a quelques années, le régime faisait en sorte, tant bien que mal, que des défilés soient organisés, que les rues soient pavoisées des couleurs nationales, que des cérémonies officielles aient lieu, que les tombes des Chouhada, Rabbi Yarhamhum, soient honorées. Puis, comme tout ce qui n'a pas de vrai sens, comme tout ce qui n'est que pure façade, les festivités devinrent de plus en plus protocolaires et finirent par s'estomper totalement. Au point où l'année passée, l'armée algérienne est allée défiler à Paris pour le 14 juillet, alors qu'elle ne l'avait pas fait pour la fête de l'indépendance dans son propre pays, quelques jours plus tôt. C'est ainsi, et c'est comme ça. Nous commémorons donc aujourd'hui la fête de l'indépendance. Nous sommes le 5 juillet. Mais est-ce bien la date de la reconnaissance officielle de la France, de l'indépendance par la France? Écoutons Beni Youssef Ben Khedda Rabbi Yarhamou, le président du GPRA, gouvernement provisoire de la République algérienne, nous parler de ces deux dates qui mirent fin à la guerre de libération, puis qui prononcèrent la journée de l'indépendance du pays. Écoutez. 1962 بدي نذكر بزوج أحداث هامة صارت في ذيك السنة. أولاً 19 مارس 62 كنت باسم الحكومة المؤقتة أعلنت وقف إطلاق النار، معناه توقيف الحرب بين الجزائر وفرنسا. هذه الحرب اللي دامت 8 سنوات. والحادث الثاني هو 3 جويلية 1962، هو حدث تاريخي. في ذاك النهار فرنسا اعترفت بصفة رسمية باستقلال الجزائر.
بعد 132 سنة. Nous avons bien entendu Si Ben Youssef Ben Khedda, Rabbi Yerhamou, dire que la France avait officiellement reconnu l'indépendance de l'Algérie le 3 juillet. Réécoutons Si Ben Khedda. 3 جويي 1962 هو حدث تاريخي. في ذاك النهار فرنسا اعترفت بصفة رسمية باستقلال الجزائر. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir sur le plateau Dr Hassine Haroun. Merci d'être avec nous pour parler de cette journée de l'indépendance. Je reçois également par Skype Brahim Younsi, président de l'UDM. Merci Ibrahim d'être avec nous. Et Mellouk Ben Youssef, fonctionnaire à la retraite, connu pour son combat contre cette opération des faux moujahidines qui pullulent dans ce pays malheureusement. Merci si Ben Youssef Mellouk d'être avec nous. Docteur Haroun, cette histoire de 3 juillet, qui était la date officielle de l'indépendance de l'Algérie, prononcée de façon publique, officielle, et qui a été transformée pour une autre journée le 5 juillet. Comment vous expliquez ça? Bismillahirrahmanirrahim. Je vous salue d'abord. Merci pour m'avoir invité. Je salue les téléspectateurs et je salue Simello qui est un grand moujahid, pour ce qu'il a fait. Il faut justement le dire, on ne le dit pas assez. Et pour le 5 juillet, c'est vrai que c'est le 3 juillet normalement, mais pour marquer le point, pour marquer avec une date indélébile le passage de la France, il fallait que ce soit le 5 juillet qui a été imposé par la France comme date officielle de reconnaissance de l'indépendance algérienne, entre parenthèses. Mais c'est normalement officiellement le 3 juillet. Oui, donc, pourquoi ils fait? Parce que la France est entrée au pays le 5 juillet, débarquement de Sidi Faraj, exactement, et qu'elle est sortie le 5 juillet. Voilà. Mais c'est un mensonge. Ça veut dire qu'on a bâti dès le départ sur un mensonge. Oui, mais toute la guerre de libération, elle est bâtie sur pas mal de mensonges, comme on le découvre actuellement. Oui, juste pour arranger... Comme on découvre par exemple que Bouteflika, Abdelaziz Bouteflika, est un des grands compagnons de la lutte armée. Oui, c'est ce qu'il dit dans sa lettre, la lettre qu'il vient d'adresser au peuple algérien, puisqu'il s'adresse plus que par lettre. Il dit « et mes compagnons », ça veut dire ceux qui sont tombés au champ d'honneur. C'est le grand qui mérite d'être dans le panthéon des grands, et donc il se compare à Didouche, à Amirouche, à l'Arbi Ben Mehidi, à tous ces gens-là, alors que... Ils fabriquent l'histoire comme ils peuvent. Bien sûr, l'histoire est toujours écrite par les gens qui gagnent, donc par le vainqueur. Ou les gens qui volent le pouvoir. Ou les gens qui volent le pouvoir. Et les Bouteflika, l'empire Bouteflika qui est assis actuellement, avec les dernières nominations de l'armée, avec ce qu'ils ont conclu comme accord secret avec la France. Et donc là, ils ont pris tout le pouvoir, que ce soit économique ou que ce soit militaire, et là, ils peuvent réécrire l'histoire qu'ils veulent. C'est une deuxième, entre parenthèses, même si ce n'est pas le cas, une deuxième zéanite qui est en train de naître ou qui est née déjà. Docteur Haroun, vous êtes le porte-parole du MAOL, le mouvement algérien des officiers libres. Maintenant, ça fait des décennies que vous êtes dans l'opposition à l'étranger, vous et vos compagnons, qui vous battez contre ce régime, qui essayez avec vos maigres moyens de dénoncer la réalité de ce pouvoir. Pour vous, est-ce que l'Algérie est indépendante aujourd'hui? Je dois préciser d'abord qu'on n'a jamais reconnu Bouteflika comme président. Dès le premier jour, parce qu'on savait ce qui se passait, malheureusement. Et ça fait très mal de savoir à l'avance ce qui se passe. Et on savait que l'Algérie allait arriver à ce stade. En fait, j'ai dit ça uniquement pour dire que on est arrivé au point où il est tout à fait clair à tout le monde, même à ceux qui n'ont pas fait des études, même à ceux qui sont d'un niveau assez restreint, au plus commun des Algériens, que l'Algérie n'est pas indépendante. Et elle ne l'a jamais été. Elle ne l'a jamais été parce que, en fait, ce qu'on vit actuellement, c'est le fruit
des accords d'Évian, c'est le fruit d'accords qui ont été commis dans la hâte, qui ont été commis justement par des intérêts communs des personnes et non pas de l'intérêt de l'Algérie. Et c'est pour ça qu'on a atterri justement aujourd'hui avec un bilan catastrophique, avec une Algérie qui est déchirée, avec une Algérie qui va vers le chaos, tout simplement. Mais après les premières années de l'indépendance, durant les premières années de l'indépendance et après, il y avait une sorte de double discours. Le régime passait son temps à dénoncer la France, le colonialisme, alors qu'il entretenait des relations secrètes qui n'étaient pas divulguées, comme par exemple les essais nucléaires d'Ergen, qu'on a mis sur le dos des accords d'Évian, etc. Mais ça, c'est la démagogie, justement. Mais j'y arrive, je vous laisserai vous exprimer sur la question. Donc au début, il y avait comme un double discours, parce qu'on tenait plus ou moins compte du peuple algérien, on essayait de lui mentir pour le tromper. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y avait un double discours, le discours qui condamnait le colonialisme, la France et ceci et cela, qui était dans tous les discours, et un soi-disant nationalisme. Alors qu'en réalité, il y avait déjà des collaborations honteuses qu'on cachait. Absolument. Mais après et maintenant, Écoutez. ils ne se cachent plus. Maintenant, ils vont défiler au 14 juillet. Maintenant, ils reçoivent François Hollande qui donne des satisfecit, qui se fait le complice d'une prise d'otage de ce président, de ce malheureux président dont il nous dit qu'il est en très bonne santé. Comment expliquez-vous cette évolution je vous parle de mon expérience personnelle. Oui. Je suis un ancien cadet de la Révolution. Et donc, on a été élevé dans l'esprit de la Révolution. L'Algérie, c'est un grand pays. La Révolution, elle est immense, elle est légendaire. La France, c'est l'ennemi. Il faut s'en méfier. Et on a été élevé dans cet esprit dans l'armée. Ma grande illusion, ça a été quand j'ai découvert le poteau rose vers les années 90, quand j'ai vu le degré de coopération entre les Français, entre les services français et les services algériens. Ça a été le coup de grâce. Oui. Ça a été, je suis tombé des nues. Et donc, après, on a découvert qu'on nous a menti tout le long du chemin. Ça a été comme ça pour le peuple algérien. Ça a été comme ça pendant très très longtemps. Et on le voit avec l'an dernier, où l'on ne fête plus le 5 juillet, comme on le faisait dans le temps, mais on fête actuellement le 14 juillet. Donc, Mais le problème, docteur Haroun, à la limite, qu'il y ait des relations avec le peuple français, qu'on tourne la page, que nous nous engagions vers une nouvelle coopération, dans l'intérêt bien compris des deux peuples. Oui, ça, on aurait compris. Mais là, en ce moment, c'est au détriment du peuple algérien, c'est au profit d'un régime corrompu, corrupteur, qui blanchit son argent à Paris, et au profit de politiciens français qui se servent de la raison d'État, en fait, pour se faire financer leur campagne électorale, pour se faire verser de l'argent dans leur compte particulier, etc. C'est là où le bas blesse. Eh bien, justement, la relation algéro-française, elle a été toujours, à ce jour, l'otage des barbouzes des deux côtés, que ce soit du côté français, comme les Pasqua, les Marchiani, les Bonnet et j'en passe, et du côté algérien, justement, comme les Khaled Nzar, les Saïd Bouteflika et tout. Donc, c'est ça. C'est malsain dès le départ, ça a toujours été comme ça. Il n'a jamais été question, et d'abord c'est tout à fait normal, parce que quand il s'agit de... Si c'était en faveur du peuple algérien, ça aurait voulu dire que c'est l'Algérie qui va être bien, ça aurait voulu dire que l'Algérie, elle va être l'un des pays les mieux du Maghreb et les mieux justement du monde, parce qu'on avait des capacités. Or, on a eu la chance de pouvoir le faire, mais ça n'a pas été fait. Donc c'est pour ça qu'on revient à dire que la relation algéro-française, c'est une relation pervertie dès le départ, dont le but uniquement est de pervertir le sort de l'Algérie, de saisir, de contrôler le devenir de l'Algérie et des Algériens. Et la preuve, elle y est aujourd'hui, avec 850 milliards de dollars. Depuis 1999, 850 milliards de dollars. On n'a pas construit un seul hôpital. Un seul hôpital, alors que les malades algériens, et je ne le dirai jamais assez, les malades algériens, ils meurent hachak comme des chiens.
Il faut le rappeler. Les cancéreux algériens, ils meurent comme des chiens dans des conditions atroces. Alors que le responsable, Msahel, il va en Belgique, Bouteflika, il va en France, et d'autres, ils vont aux États-Unis, comme les Arhouni. C'est deux poids, deux mesures. Je suis tout à fait ébahi. Je suis tout à fait ébahi devant la passivité des Algériens. Restez avec nous, docteur Haroun. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Brahim Younsi, Pascal. Oui, je vous entends. Alan, c'est Brahim. D'abord, une question sur cette histoire de 3 juillet qui s'est transformée en 5 juillet. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Vous l'avez excellemment expliqué. Oui. À savoir qu'effectivement, l'indépendance a été proclamée le 3 juillet 1962. Les Algériens ont voulu que ça soit le 5 juillet pour les raisons que vous avez indiquées, à savoir que la France est entrée un 5 juillet 1830 à Alger et pour clore la décennie, si j'ose dire. Comme cela fait 132 années exactement de colonisation. Alors, la deuxième question, pouvons-nous dire que nous sommes vraiment indépendants aujourd'hui? L'indépendance, non, nous ne sommes pas à l'évidence. Nous ne sommes pas à l'évidence. Pas seulement sur le plan politique. Nous ne sommes pas d'abord sur le plan économique. Toutes nos ressources dépendent de l'extérieur. Cela a fait de nous un pays qui n'est pas réellement indépendant. Et il n'est pas d'autant plus indépendant que sur le plan politique, il n'a pas la souveraineté. La preuve en est, vous avez parlé de coup d'État, et le plus parlant, si j'ose dire, c'est le coup d'État qui a eu lieu le 11 janvier 1992, où le pouvoir en place avait été l'armée. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les officiers supérieurs, vous avez cité un de ces officiers, Khanza, qui ont, d'une certaine manière, reçu l'ordre d'interrompre le processus électoral. Donc l'Algérie n'est pas, il est vrai, indépendante. Et c'est devenu un précaré. D'ailleurs, les Français ne s'en cachent même plus, un précaré français. Même si je dois l'ajouter, étant donné non seulement la proximité, le partage que nous avons de la Méditerranée, etc., mais nous avons une population algérienne et seulement algérienne sur le territoire français qui est très importante. Nos relations doivent être normales, je ne dirais pas exemplaires, avec la France. Néanmoins, ce n'est pas à la France de décider de la politique algérienne. Mais Brahim Younsi, qu'est-ce qui a fait que ce régime qui a pendant des décennies a utilisé ce discours anticolonialiste pour dénoncer, pour faire feu de tout bois contre l'ancienne puissance coloniale, se soit ainsi mis à nu lui-même? Aujourd'hui, par exemple, on sait que c'est un chiffre connu, qu'il y a au moins 500 anciens ministres algériens qui disposent de résidences en France. Des milliers de fonctionnaires et de hauts fonctionnaires, des milliers. Tous les barons du régime blanchissent leur argent sur la place financière française. Et qu'on ne cache plus que le régime reçoit ces consignes et ces injonctions de certains politiciens français, que la France a droit de vue et droit de regard sur le tableau de bord, etc. Comment, en étant arrivé là, comment se fait-il que ce régime ne cache plus sa connivence avec l'ancienne puissance coloniale? Parce qu'on a utilisé tous ces slogans dont vous avez parlé, ce patriotisme, ce nationalisme surfait. Et les responsables algériens, la première destination pour investir l'argent détourné, c'était la France. Les biens acquis et mal acquis de pratiquement tout le personnel politique et tout le personnel militaire, en France en particulier. C'est la France qui a servi de blanchisseuse de l'argent détourné depuis les premières années de l'indépendance. Cela a fait que les Algériens
se sont tout simplement pliés aux injonctions notamment de la France, et pas seulement de la France, parce qu'aujourd'hui, la légitimation, si j'ose dire, ce n'est plus le peuple algérien qui la donne, mais c'est Paris, Washington, Berlin et Londres. Voilà la raison pour laquelle les Algériens qui ont échoué à construire une société socialiste, le chef de l'État l'a dit hier, au-delà de ce qu'il a appelé, le chef de l'État a appelé les entraves dogmatiques, l'Algérie s'est ouverte à tous les bons libéraux. Donc le libéralisme, c'est Paris, c'est Washington, c'est Londres, c'est Bonn, ou c'est Berlin. Restez avec nous, Brahim Younsi, je reviens à vous dans un instant. Nous accueillons maintenant Mellouk Ben Youssef, connu sur les réseaux sociaux, connu dans toute l'Algérie, pour avoir mené un combat épique contre les anciens moudjahidines. Tout a été fait pour briser sa vie, pour le traîner devant des tribunaux, pour faire de sa vie un enfer. Mais il a tenu bon et il continue le combat. Il n'a pas baissé les bras. Simellouk, merci d'être avec nous. Salam alaikum, merci à toute la chaîne de Maghrabiya ou l'Asr. Vous êtes les moudjahidines de la vérité. Merci, c'est Ibrahim. Merci. Le Maghrabiya, je vous rappelle que c'est le Maghrabiya, mais c'est pas grave. Merci à vous quand même. Si Ibrahim, si Mellouk, vous voyez, tout le monde se trompe, même moi. Si Mellouk, que représente pour vous cette journée, vous qui avez tant donné pour faire la différence entre les vrais moudjahidines et les faux moudjahidines? Eh bien, je rends d'abord hommage aux martyrs de ce pays, rahimahumullah. Le 16 juillet, en Algérie, il n'est pas du tout célébré le patriotisme. Chab al-Jazairi, il faut dire la vérité, parce qu'il n'a plus confiance à ce pouvoir et à ce système de faux moudjahidines qui ont pris le pouvoir depuis 1962. Et voilà, c'est une trahison envers les martyrs et l'authentique histoire de tout le peuple et sa révolution. Et ceux qui se trouvent actuellement dans le pouvoir, ce sont des bandits qui ont usurpé la qualité de moudjahid. Ils ont pris tous les privilèges, tous les biens de tout un peuple, et criminels qui gèrent le pays. C'est ça, la vérité. Mais c'est Mellouk, de ce pays où on se trouve. Le peuple algérien n'a pas célébré le 16 juillet. Mais c'est Mellouk, Ben Youssef. Vous savez que moi, à la limite, on en arrive à comprendre la logique de ces gens qui ont créé cette dynamique de faux moudjahidines. C'est tout simplement parce que dès 62, dès l'indépendance, les vrais moudjahidines ont mal accepté que des embusqués, des faux moudjahidines prennent le contrôle du pays. Et donc, pour noyer cette petite minorité de vrais moudjahidines, on a créé une grosse masse de faux moudjahidines pour les noyer dans la masse, justement. Et c'est ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, ils sont trop nombreux. Comment pourriez-vous dénoncer autant de gens? Le problème des faux moudjahidines, je me rappelle très bien depuis que j'étais au ministère des moudjahidines du temps du colonel Mohamed Saïd, rahimahullah. Le faux moudjahidine, il ne faut pas oublier, pour dire la vérité au peuple et à toute cette génération, c'est la complicité et la responsabilité qui encombre les authentiques moudjahidines de leur silence. C'est ça, il faut dire la vérité. C'est leur silence qui a poussé à cette masse de faux moudjahidines d'occuper les postes clés du pouvoir et leur signer par l'organisation des moudjahidines et la création du ministère des moudjahidines ces fausses attestations, où les authentiques moudjahidines eux-mêmes sont complices. Ils ont signé à ces gens-là par intérêt, par clan d'intérêt, par il faut dire la vérité.
les Moudjahidines, par même les historiques des Moudjahidines, il y a eu un silence. Même les historiques responsables Moudjahidines des wilayas ont eu un silence parce qu'ils ont été corrompus par le pouvoir jusqu'à notre Boumedienne. J'ai fait le ministère des Moudjahidines, je me rappelle bien, les responsables des Moudjahidines venaient au ministère des Moudjahidines prendre leurs décisions de prêt bancaire offertes par Boumedienne. Comment voulez-vous الخيانة هذه تاع الشهداء هذه راهي كبيرة والتاريخ هذا ما ينداش سي فيني سي حسب فرنسا qui a pris le pouvoir c'est le faux Moudjahidine. Il n'y aura jamais une authentique histoire de la guerre de libération nationale. Il n'y aura jamais. Merci Simelouk. Merci Simelouk Ben Youssef. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Je vais vous libérer comme je vais libérer Brahim Younsi après lui avoir posé une dernière question, puisque nous allons ouvrir le standard à ceux de nos téléspectateurs qui souhaiteraient intervenir ou poser des questions. Si Brahim Younsi, une dernière question. Comment expliquez-vous que ce régime ne se donne même plus la peine de fêter la journée de l'indépendance? Il fait même plus semblant. C'est parlant en soi. Ça veut dire que cette journée ne représente strictement rien pour lui. Je pense que la situation est tellement claire que l'Algérie n'est plus indépendante qu'on ne fête plus cette journée, une journée aussi importante, aussi fondamentale dans la vie des Algériens. Merci beaucoup, Brahim Younsi, en espérant vous revoir bientôt. Nous allons donc ouvrir le standard à ceux d'entre vous qui souhaitent nous appeler. Marhaba bikoum. Je continue avec mon invité, si Haroun. Abdelmalek Sellel vient de déclarer, lui il est coutumier du fait en matière de déclaration fracassante outrancière. De bêtises, vous voulez dire? Oui, de bêtises, c'est le mot. Il a dit, nous avons une armée forte et un président debout. À votre avis, il a fait exprès de faire une telle sortie? C'est quoi ça? S'il le voit debout, contrairement aux millions d'Algériens, ça c'est assez extraordinaire. Mais que nous ayons une armée forte, je dois rappeler que dans les années 90, l'armée la plus forte du monde arabe, c'était l'armée irakienne avec tout son potentiel matériel et humain. Et on est actuellement en 2015. Que reste-t-il de l'armée irakienne? Oui. Moi, je dirais que le fait de dire que l'armée algérienne est puissante et j'en passe, ça c'est un mensonge énorme. Oui. Énorme. Oui. L'armée algérienne, elle n'est pas différente du peuple algérien, de la société algérienne. Elle est tout aussi pourrie actuellement, je ne le dirai jamais assez, elle est tout à fait pourrie avec deux lignes en bas, tout à fait comme la société algérienne. Il y a la corruption qui atteint des proportions incroyables. Les dernières nominations qui ont été faites ce 5 juillet ont été faites avec l'œil veillant de Saïd Bouteflika et de la France. Saïd Bouteflika qui reçoit au fur et à mesure les instructions de Bajolé, pardon, et donc qui obéit à doigt et à la lettre. Donc il ne fait qu'obéir. Donc l'armée algérienne actuellement, elle a été dessinée depuis 2004, elle a été transformée, elle a été chapée, donc changée à la façon que voulait la France. Mais ce que je ne comprends pas, puisque nous parlons de l'armée, c'est que quand les gens sont en service, quand ils sont en corps militaire, je comprends qu'ils aient une obligation de réserve, qu'ils appartiennent à un système, qu'ils n'ont pas la latitude de pouvoir s'exprimer, etc., etc. Mais quand ils sont à la retraite, normalement, eux qui viennent de l'intérieur de la citadelle, qui savent comment ça se passe en réalité, pourquoi ne s'expriment-ils pas, qu'ils ne nous éclairent pas, qu'ils ne disent pas ce qui se passe? Aujourd'hui, sur la scène politique,
Il y a à peine quelques officiers supérieurs d'une grande intégrité qui sont montés au créneau, qui essayent de s'exprimer un temps soit peu. Mais sinon, même ceux qui sortent à la retraite, on dirait qu'ils obéissent à une sorte de discipline. Non, absolument, ils obéissent parce quand ils sortent, ils sont encadrés par une association qui est les anciens de l'armée algérienne. Et ils ne peuvent pas, il y a le droit de réserve, et ils sont toujours ils ont une épée de Damoclès sur la tête, ils ne peuvent pas s'exprimer, il faut le dire. L'armée algérienne est une armée avec des centaines de généraux. Nous sommes la seule armée du monde où nous avons, comparé à la puissance de feu, comparé au nombre de militaires, au nombre d'hommes de troupes, nous sommes la seule armée au monde qui a battu des records dans le nombre de généraux. Et donc, l'armée algérienne se trouve un peu dans la folie des grandeurs. À trop vouloir ressembler aux grands, on est en train de souffler dedans pour montrer qu'elle est grande, alors qu'il n'y a rien du tout. On peut, pour faire comprendre au peuple algérien, l'armée algérienne, il y a à peu près 4 castes. Il y a la caste des gouverneurs, donc des commandeurs. Ça, c'est un petit cercle. C'est un cercle dont je parlais qui est veillé par Saïd Bouteflika et les restes. C'est les plus puissants. Il y a le deuxième cercle des officiers et des hommes qui sont intègres. Ils sont minimes dans l'armée. Il y a les traîtres. Il faut le dire, il y a les traîtres. L'armée algérienne, elle est pénétrée de partout. Par les Français, par le Mossad, par la CIA, c'est une vraie passoire. Nous avons des preuves, je le dis bien, nous avons des preuves des officiers supérieurs algériens qui travaillent pour le Mossad. Il y a la grande majorité silencieuse, comme le peuple algérien, qui ne peuvent rien, qui sont là-bas pour manger leur pain. C'est ça. Ouais, comme le reste du pays. Comme le reste du pays. Restez avec nous, nous allons recevoir quelques appels. Docteur Mohamed Boufarik. Je vous entends bien. Très bien, nous aussi on vous entend bien. Exprimez-vous, je vous en prie. Je vous félicite pour votre devoir de vérité. Merci. Vous êtes une fierté pour le journalisme algérien. Merci beaucoup. Merci. Et je félicite aussi M. Haroun et M. Mellouk et M. Younsi. Merci. Alors il y a 2 précisions historiques, si ça ne vous dérange pas. C'est que la France a débarqué le 14 juin 1830 à Sidi Ferruch. C'est grâce à la résistance de la tribu des Amoum qui est venue de Kabylie qu'ils ont mis 20 jours pour arriver à Alger, c'est-à-dire le 5 juillet. La deuxième précision, c'est que le 3 juillet, c'est le colonel Mohamed El-Hadj, chef de la wilaya 3, et le colonel Dr Hassan Khatib Youssef, le colonel de la wilaya 4, qui ont monté le drapeau algérien à Sidi Ferruch, signant la vraie date de l'indépendance le 3 juillet. Quant au reste, le régime fantoche finira par s'écrouler. Et je vous félicite et je vous respecte beaucoup. Merci beaucoup, c'est Mohamed, merci beaucoup. Nous avons perdu malheureusement Kaddour de TBSA, s'il peut rappeler, marhaba bih. Ahmed d'Alger. Ahmed. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Tout le monde. Bonsoir. J'ai voulu intervenir dans le cadre du 5 juillet, mais je voudrais bien m'exprimer en arabe. Je vous en prie. C'est exceptionnel, donc vous pouvez le faire. Oui, exceptionnel. شوف الاخ يعني باش نتكلموا فيما يخص يعني التاريخ نتاع 5 جويلية. هذا ال 5 جويلية اللي راه يحتفل به الشعب الجزائري هو احتفال بعار الجزائر وبعار الجزائريين. لأن القضية أهمة. كيف نأخذ هذا التاريخ المشؤوم، التاريخ الذي دخلت فيه فرنسا والتاريخ الذي كسرت فيه فرنسا الجزائر وبقى لمدة أكثر من قرن و32 سنة، أن نأخذه كيوم احتفال للشعب الجزائري. لماذا؟ لأن عندما نرى تاريخ الجزائر نراه أحيانا قد تم وقف إطلاق النار في 19 مارس 1962، ثم تم إعلان استقلال الجزائر في 3 جويلية 1962، ثم بعدها تكونت في 4 جويلية 1962 أو حكومة جزائرية بقيادة الأخ بن بلة ربي يرحمه. بعدها ليكون يوم 5 جويلية يوم لاستقلال الجزائر،
ولكن كيف يريد حتى الشعب أو الحكام إلى يوم هذا كيف نأخذ تاريخ مشؤوم الذي يجب أن يكون يوم ذكرى مؤلمة للشعب الجزائري الذي دخلت فيه فرنسا وعمرت أكثر من 32 سنة، واليوم نحتفل بهذا التاريخ، لأن هذا التاريخ قد أكدته في حصص الماضية وبالأخص في ذكرى 50 في 2012 في نفس المناسبة قد تكلمت في هذا الموضوع وقلت كيف تحتفلون؟ هل اليوم الشعب الجزائري لماذا نخلق هذه المشكلة؟ هل اليوم الشعب الجزائري بهذا اليوم المشؤوم نحتفل بدخول فرنسا أم بخروجها؟ ولكن لدي دليل قاطع على أن الجزائر اليوم في 2012 في 2013 وعبر منذ 62. ميرسي سي أحمد دالجي، ميرسي. الفكرة وصلت كوم دي. Docteur Haroun, nous vivons une situation très périlleuse. Beaucoup d'observateurs disent aujourd'hui haut et fort que nous allons droit vers la catastrophe. C'est la débâcle annoncée. Qui est responsable de cette situation? Et question pour rappeler Mohamed Boudiaf, Rabbi Rahmou, où va l'Algérie? Avant de dire où va l'Algérie, il faut dire qui est responsable. Oui. Qui est responsable? Oui. Bon, les responsables, pour l'histoire, pour l'honnêteté, le premier responsable, c'est Tawfiq. C'est le général Tawfiq. De la situation actuelle, de la vous voulez dire. situation. Pourquoi il est responsable? Il y a deux aspects. Oui. À la situation qu'on vit actuellement, il y a l'aspect de la traîtrise, donc il y a les traîtres et il y a les lâches. Mais pourquoi lui est responsable plus que les autres? Il est responsable plus que les autres parce que des événements se sont passés en 2004 et c'est lui qui a soutenu la candidature Bouteflika, justement pour éliminer de sa route Mohamed Al-Ammari et Fodel Chérif, qui voulaient le mettre à la retraite. Et donc il a préféré garder sa notoriété, son devenir, au lieu de choisir celui de l'Algérie. Et il l'avait déjà fait auparavant en 1995 en s'opposant à Lamine Zeroual, parce que Lamine Zeroual a été poussé à la porte. Je demande au président Zeroual de parler, de dire ce qui s'est passé. Parce que la vraie traîtrise, c'est passé en 1995. C'est là où l'avenir de l'Algérie a vraiment basculé. Donc je reviens du côté traîtrise. Les traîtres, c'est Saïd Bouteflika, c'est tous les militaires et les civils qui l'entourent. Et je dirais, normalement, dans un autre temps, ces gens-là, la normale des choses aurait été qu'ils soient passés par les armes, comme on le faisait dans le temps, pour les traîtres. C'est ça le seul langage. Récemment, le colonel Hamlet, qui était un de mes invités lors d'une émission Top 3, avait parlé un peu de cet aspect des choses. Il nous avait dit que Lamine Zeroual savait des choses très très graves, absolument, qui pouvaient mettre en péril l'avenir de la nation, et qu'il faisait bien de se taire, parce que si jamais il parlait, ça pourrait créer des catastrophes. Mais qu'est-ce qu'il sait, Zeroual, de si énorme? Ça c'est pour l'histoire, mais je vais vous citer juste une petite anecdote. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque vous étiez en Algérie peut-être, tout a démarré en 1995 par la publication d'un article dans l'Authentique, et cet article, ça a été Jeannot et Chapeau. Oui, c'est au sujet de Belkhair, l'Arabie Belkhair. Exactement. Oui. Et absolument tout a démarré de là. Et c'était en fait, c'était ce que voulait faire Lamine Zeroual avec Saïd Fodel, en remplacement à Tawfiq, ce qui devait se faire, et qui n'a pas été fait, avec l'assassinat de Saïd Fodel, avec des coups extraordinairement graves, que Zeroual connaît très bien, qu'on ne peut pas publier parce qu'on n'a pas son aval. Mais sinon, pour en revenir aux perspectives, où va l'Algérie? L'Algérie, elle va droit à la catastrophe. On n'a jamais cessé de le dire. On n'a jamais cessé de le dire. Et la dernière fois dans votre émission, j'ai dit il n'y a pas de solution politique. Malheureusement, il n'y a pas de solution politique. On aurait pu faire des choses, mais il aurait fallu d'abord savoir pourquoi ça n'a pas marché. Pourquoi
Rabi' al-Arabi n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi nous sommes en train, la société algérienne est en train de ressembler de plus en plus à la société égyptienne? Pourquoi l'armée algérienne est en train de ressembler de plus en plus à l'armée égyptienne? C'est parce qu'il y a un facteur tout à fait simple que nous vivons depuis la soi-disant indépendante. C'est parce que les traîtres à la nation, les traîtres comme les Ben Cherif, comme les Khaled Nezzar, les DAF en général, ont été intégrés dans l'armée nationale. Et donc il fallait dès le départ être intransigeant avec ça et les séparer dès le départ. Il fallait être très rigoureux. Et c'est ça ce qu'il fallait que les Égyptiens fassent, c'est ça ce qu'il fallait que les Algériens fassent. Quand le jour où Cha'bani a été tué par Ben Cherif, qui est un des larbins de la France, ça y est, c'est là où l'Algérie était condamnée. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Nous allons prendre encore deux appels avant de vous quitter. Wahib Dalmani. Wahib. Wahib Dalmani, nous vous écoutons. Wahib Dalmani, s'il vous plaît, il ne nous reste plus beaucoup de temps. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. مانيش نسمع فيكم. On vous entend très bien, Wahib. مرقع. تفضل. Bon, Nabil de Londres. السلام ورحمة الله، أهلا بك، تفضل. Voilà, j'ai deux questions. Oui. En grandissant, ils m'ont donné une histoire de l'Algérie. Oui. Des informations et tout ça. Maintenant, je vois que toutes les informations transmettées aux primaires et en grandissant, c'est des questions. Il y a des questions à poser. Maintenant, toute cette histoire, c'est-à-dire depuis 62 jusqu'à maintenant, on a eu des écrivains algériens qui sont bien connus, bien respectés au monde. Ils n'ont jamais écrit des rapports sur l'effet sur le 5 juillet ou bien ils n'ont jamais, c'est-à-dire écrit des articles qui disent que c'est faux, ils ont modifié l'histoire. La question c'est pourquoi et aussi ma deuxième question c'est maintenant, c'est 5 juillet, il a été modifié. Est-ce que le 1er novembre, il a été aussi modifié? Parce qu'on voit qu'il y a des obstacles à chaque fois qu'on... Merci Nabil. Je suis obligé de vous interrompre. Il ne reste plus beaucoup de temps. On va prendre encore un seul appel. Et je donnerai la parole de la fin à Dr Haroun. Mohamed d'Alger, brièvement, s'il vous plaît. Moi, je voudrais intervenir un peu dans l'histoire de l'Algérie. Oui. Enfin, moi, ce que j'ai lu passer le journal algérien, M. Mahsès, lors c'est-à-dire avant la Révolution, en 1954, quand il y a eu le vote de la poste d'Oran, il y avait Dembella, il y avait c'est-à-dire l'historique. Alors Mahsès, M. Mahsès, qu'est-ce qu'il avait dit? Quand il a été auditionné par un inspecteur ou bien un commissaire, ce commissaire, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit à M. Mahsès, il a dit, écoutez, monsieur, quand la jury sera indépendante, c'est pas des analphabètes comme vous qui vont la gouverner. Ce sera nos amis. Ça, c'est M. Mahsès, qui l'a dit. Il a dit sur le journal algérien, je ne me rappelle pas dans une interview. Voilà. Merci beaucoup. C'est Mohamed, merci. Docteur Haroun, le mot de la fin, si vous voulez répondre à Nabil, qui voudrait savoir. Malheureusement, il a raison. Oui, toute l'histoire qu'on nous a inculquée, c'est ce que je disais. Mais le 1er novembre n'a pas été changé, c'est la date. C'est le seul qui a échappé, parce qu'il a été décidé par Jalal Rahman. Et donc, c'est la seule chose qui reste vraie. C'est le déclenchement de la révolution par des lions. Et malheureusement, les fruits sont actuellement pris par des traîtres. Il faut appeler un chat un chat. Le problème maintenant, c'est que vont faire les Algériens? Que vont faire les Algériens? Tout le monde est responsable. Même Allah subhanahu wa ta'ala, devant l'histoire, devant les nations. Est-ce qu'on accepte d'être traité de la façon? Est-ce qu'on accepte d'être humilié de la façon? Est-ce que les millions qui sont morts pour l'Algérie, est-ce que Rjal, qui ont laissé tout derrière eux, leur famille, leur terre, leurs biens, qui ont été torturés, qui ont été décapités, est-ce que ça on va laisser comme ça à des Saïd Bouteflika et ses compères, à des Ali Haddad? Est-ce que Hadi Marjla? Est-ce que Hadi Meddine?
Est-ce qu'on a une conscience? Est-ce qu'on peut mettre sa tête sur l'oreiller et dire voilà, comme on nous disait, on nous pompait le Sha'b al-Jazairi Adim, le Sha'b al-Jazairi c'est le meilleur du monde, il est plein de légendes, il est plein de courageux? Non, non, c'est pas vrai. Il faut voir la vérité en face. Nous sommes un peuple comme tous les peuples du monde. Nous avons des lions et nous avons des brebis, nous avons des lâches, nous avons des liens. C'est comme ça. Nous ne sommes pas différents des autres. Mais la différence la font les gens qui ont des principes. La différence la font les gens qui sont prêts à mourir pour ces principes. Et c'est ce qu'ont fait les lions du 1er novembre. C'est pour ça qu'on doit soulever la tête. Et essayer au moins de recouvrir ce qu'il y a à couvrir. Merci. Sur ces paroles très fortes, je vous remercie, Dr Haroun. Bonne fête malgré tout. Rabbi Yansar Dzaïr. Bqaw ala khair.